L'idée de cette vidéo, c'est vraiment d'essayer de peser le pour et le contre de VMA. VMA, donc la vitesse maximale aérobie, c'est une métrique qui est très largement utilisée. Sur la chaîne, j'avais fait une vidéo sur la vitesse critique et la puissance critique, qui est un concept qui est beaucoup moins palpable et un petit peu plus complexe, alors que globalement, VMA, je pense que tout le monde se représente bien ce que c'est et se représente bien aussi le test qu'il y a derrière, qui est le test assez incrémental, assez classique. Mais l'idée ici, c'était pas de bâcher totalement VMA, même si je suis clairement pas fan de cette valeur-là, mais c'est d'essayer de se dire, ok, en quoi c'est intéressant, mais pourquoi ça peut être limitant. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise métrique, c'est juste se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière cette métrique-là et comment je peux l'utiliser. Et après, c'est essayer de nuancer un peu ce qu'on a tendance à dire sur VMA, parce qu'au final, quand on s'intéresse un petit peu à la littérature sur la VMA, donc dans la littérature, on parle souvent de mass, donc de maximal aerobic speed, ou de MAP, maximal aerobic power, lorsqu'on parle de la PMA ou de la VMA. Et en réalité, lorsqu'on parle de cette métrique-là dans la littérature, les définitions, c'est un peu une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières de définir cette valeur-là. Et le problème de ne pas se mettre d'accord sur la définition, c'est qu'après, tous les tests vont dépendre un petit peu de cette définition. Parce que qu'est-ce qu'on recherche si on n'a pas de bonne définition ? La VMA, généralement, et là j'ai mis une définition que je retrouve pas forcément dans la littérature, mais généralement, dès qu'on tape sur Google, n'importe quoi, c'est que c'est la vitesse maximale aérobie, du coup, représente la vitesse minimale, des fois maximale, etc., pour solliciter VO2 max. Et la deuxième hypothèse, et pourquoi on utilise VMA, c'est parce que c'est un bon repère pour calibrer l'entraînement, les zones d'entraînement. Généralement, on fait un test plutôt incrémental, on a notre VMA, et en parallèle, on a aussi notre fréquence cardiaque maximale, et on a tendance ensuite à mettre des pourcentages sur cette valeur maximale-là pour déterminer les zones d'entraînement, ce qui fait plutôt sens. Dans la littérature, on a différentes manières de définir cette VMA, ce mass. Par exemple, dans certains papiers, on parle de vitesse maximale, ce qui peut paraître contre-intuitif parce que la vitesse maximale, souvent, c'est plutôt des vitesses de sprint. On parle aussi de vitesse à laquelle on atteint notre consommation maximale d'oxygène. Donc ça fait un peu plus sens déjà. Donc la VO2 max. On parle de pic de vitesse, on parle donc de maximal aerobic velocity, donc de masse au final. Et donc on a plein de définitions. Dans certains papiers, on parle de vitesse minimale pour atteindre VO2 max. Et dans d'autres papiers, comme ici, quand on lit MAP ici, c'est pas la vitesse minimale, mais visiblement ici, c'est la vitesse maximale qui permet l'atteinte de VO2 max. Donc là, le problème de ça déjà, c'est qu'on ne sait même pas. On ne sait pas si c'est la vitesse minimale ou si c'est la vitesse maximale pour atteindre VO2 max. Et c'est un problème parce que si on veut calibrer l'entraînement pour développer VO2 max ou pas, mais c'est bien d'avoir la fourchette, se dire ok, si je suis à cette vitesse minimale là, je peux m'exposer à VO2 max, et si je suis au-dessus de cette vitesse maximale là, c'est plus optimal pour stimuler VO2 max. Sauf que là, du coup, visiblement, on s'accorde même pas trop sur la définition de cette masse, donc de cette maximale aerobic speed. Là, sur la suite de la vidéo, c'est vraiment de la réflexion autour de VMA. C'est pas pour dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste vraiment de la réflexion autour de VMA et pourquoi essayer d'associer souvent une vitesse, par exemple, à VO2 max, parce que généralement, VMA, c'est ce qu'on dit. On dit, ok, on a une vitesse spécifique, donc VMA, qui permet de stimuler VO2 max. Donc on a tendance à associer VO2 max et une vitesse, ce qui est un gros problème. Première réflexion, c'est le temps passé à VO2 max et la vitesse associée. Donc souvent on dit on s'expose à VMA pour s'exposer à VO2 max, ce qui n'est pas faux. Mais là on sous-entend qu'en fait sur les autres vitesses on sollicite pas VO2 max, ce qui est faux. Dans ce papier là qui a été un peu mené en co-auteur par BIA d'ailleurs, ici ils ont fait un truc qui est au final assez intéressant parce que j'ai pas vu beaucoup de papiers perso avoir le même style de design. Ils ont pris des distances différentes, 100, 200, 800, 1500 mètres, 3000 mètres, 10 km et un marathon. Ils ont regardé ce que ça représentait par rapport au pourcentage de VMA. Et ensuite, ils ont regardé, donc là, ça a été fait en plus de manière directe avec des échanges ventilatoires. Donc, ils les ont fait courir sur les différentes distances et ils ont mesuré le temps passé à VO2 max. Dans le papier, le temps passé à VO2 max était défini comme 90% de VO2 max. Ça veut dire que si on est au-delà de 90% de notre consommation maximale d'oxygène,
c'est considéré comme du temps passé à VO2 max. Et ils ont fait ça sur toutes les distances. Donc on s'en fout du 100 et 200 parce que, enfin perso, moi je fais pas de sprint et ça m'intéresse pas trop. Par contre, à partir du 800, 1500, etc., c'est intéressant. Et donc globalement, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu qu'en fait, en réalité, si on regarde la durée absolue, donc le temps passé en durée absolue à VO2 max, sur un 800, on y passe 28 secondes. Là, j'ai dû faire une erreur. 28 secondes. 3000 mètres, il passe 129 secondes. 10 km, il passe 680 secondes. Et sur un marathon, il passe 479 secondes. Si on ramène ça au pourcentage du temps total, ça donne 22%, 41%, 50%, 30% et 4%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, peu importe la distance, on s'expose à VO2 max. Ce qui peut paraître contre-intuitif parce qu'on sait très bien que sur un 800 mètres, on est bien plus haut que notre VMA. Et on sait bien que sur un marathon, on est bien plus bas que notre VMA. J'espère en tout cas que personne n'est à VMA sur un marathon. Ça veut dire que peu importe la vitesse, on a tendance à solliciter VO2 max à un moment donné. Par contre, le second truc, ce qui est clair, c'est qu'il y a une zone d'intensité optimale, plus ou moins optimale, pour avoir le meilleur compromis. Parce qu'on ne va pas s'amuser à faire un marathon par séance pour solliciter juste 479 secondes VO2 max. C'est sûr qu'en termes de retour sur investissement, c'est pas optimal. Et en même temps, on va pas se faire des 800 mètres à pleine balle parce que 28 secondes pour un 800 mètres, ce qui représente 22% du temps total, c'est pas, en termes de retour sur investissement, c'est pas optimal. Par contre, si vraiment on veut optimiser, par exemple, le développement VO2 max, globalement 3000 mètres, c'est une distance qui est intéressante parce qu'on passe quasiment 50% de notre temps à VO2 max. Mais pour être plus rigoureux, on pourrait se dire, ok, en fait la fourchette et la zone optimale d'intensité, c'est plutôt entre la vitesse 1005 et la vitesse 10 000. Ça veut dire que si on se retrouve dans ces deux fourchettes-là, globalement, on peut stimuler VO2 max. Notre vitesse 10 000, c'est pas VMA. Notre vitesse 1005, c'est plus ou moins VMA. Enfin, ça dépend des profils. 3000, ça peut être aussi VMA, ça dépend des profils. Donc globalement, VMA, potentiellement, c'est pas déjà la plus petite vitesse pour solliciter VO2 max. C'est ni la plus grande, c'est faux. Elle est un peu au milieu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que VMA, ça permet de stimuler VO2 max. Ça, c'est clair et net. Parce qu'elle se trouve un peu au milieu de tout ça. Mais c'est pas la seule vitesse. Et ça, c'est important de le noter. Et deuxième point, c'est qu'il existe du coup une plage d'intensité qui est généralement entre la vitesse 1005 et la vitesse 10 000 qui permet de stimuler VO2 max. Autant, je suis vraiment pas un fan d'utiliser VMA. Par contre, autant utiliser des fois les vitesses associées aux distances, c'est pas si déconnant. Se dire, ok, aujourd'hui, je vais travailler la vitesse 1005 et de calibrer l'entraînement en fonction de la vitesse 1005. Je fais de la vitesse 10 000, calibrer l'entraînement en fonction de la vitesse 10 000. Je pense qu'il y a d'autres méthodologies qui fonctionnent mieux, mais c'est pas mal d'utiliser ça. Là aussi, si on se réfère un peu au pourcentage de VMA, on voit que en gros, de 90% de la VMA jusqu'à 102%, en réalité, on peut même aller encore plus loin, ça permet de solliciter VO2 max de manière assez optimale. Donc ça, c'était la première chose, et déjà, ça permet de directement se dire, ok, en fait, VMA, c'est pas la vitesse minimale, c'est pas la vitesse maximale non plus, c'est un peu au milieu. Donc souvent, on utilise une métrique qui correspond à un bon compromis, comme ça, on travaille à 105% ou à 95%, et on sait que globalement, on va stimuler VO2 max. Mais c'est pas la vitesse minimale, et c'est pas la vitesse maximale non plus, malheureusement. Donc ça, c'était la première réflexion. La seconde réflexion, c'est par rapport à la réserve anaérobie. Alors là, je vais simplifier au maximum parce que je vais vraiment parler du point de vue purement vitesse en mettant vraiment de côté le côté plutôt physiologie. Et évidemment, il y a tout le temps une interaction entre les deux. Donc, c'est pas aussi simple que ce que je vais dire, mais ça permet de se faire l'image. L'ASR, c'est quoi ? L'ASR, c'est ce qu'on appelle la réserve anaérobie. C'est tout simplement la différence entre la VMA, du coup, qu'on peut avoir sur un test incrémental classique, et la vitesse de sprint. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, on a l'ASR de 13 km/h. C'est-à-dire que chez cette personne-là, la différence entre VMA et sa vitesse de sprint, c'est 13 km/h. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fonction de l'intensité qu'on va utiliser à l'entraînement, on ne sera pas influencé de la même façon si l'ASR est différente. En prenant en compte la différence entre VMA et la V-sprint, l'ASR, potentiellement, on diminuerait la variabilité de réponse à l'entraînement. Je vais expliquer ça juste après, mais il y a plein de papiers qui s'intéressent un peu à la prescription de l'intensité, surtout sur des pourcentages qui sont supérieurs à VMA, en calibrant aussi la vitesse de réserve, la vitesse de sprint. Un exemple concret, parce qu'on apprend toujours mieux avec un exemple concret,
si on a deux personnes avec une VMA qui est similaire, 19 km/h, et que le premier, il a une vitesse de sprint de 30 km/h et le second de 25 km/h, on peut regarder la SR qui est de 11 km/h pour le premier et 6 pour le deuxième. Et on pourrait se dire, imaginons que si on prescrit ici au pourcentage de VMA, imaginons 110%, ce qui va donner globalement 21 km/h. Pour le premier gars, on peut estimer plus ou moins ou anticiper que la séance sera plus facile. Évidemment, ça va dépendre de la durée de la répétition, du volume total, etc. On peut s'attendre à ce que le premier profil puisse mieux tolérer 21 km/h simplement parce qu'il a une vitesse réserve qui est hyper importante. Donc la réponse physio, et la réponse physio, on peut mettre n'importe quoi dedans, le temps d'exposition à VO2 max, etc., la lactatémie, etc. Si on prescrit au pourcentage de VMA, ça peut être limitant d'utiliser ça. Par contre, pour ce deuxième profil-là, 21 km/h, je pense que sa réponse physio sera bonne parce qu'il sera très proche de ce qu'il est capable déjà de faire de manière maximale. Évidemment, avoir raisonné comme ça d'un point de vue purement objectif, c'est-à-dire avec de la charge externe, donc de la vitesse ou de la puissance, on met de côté tout ce qui va être physiologie. Parce que c'est pas parce que tu as une grosse vitesse réserve que ta réponse physio, par exemple, sera moins importante sur la modalité au pourcentage de VMA. En fait, ça va dépendre aussi du profil physiologique qu'il y a derrière. Mais globalement, c'est bien déjà d'avoir cette idée-là, de se dire, ok, si j'ai seulement VMA et que je prescris au pourcentage de VMA, je peux passer à côté de plein de choses. Donc si on n'a pas le profil anaérobie, entre guillemets, donc la réserve anaérobie, on perd en précision dans la prescription des intensités. Donc là, par exemple, ce papier-là, on sait qu'on diminue un peu la variabilité de réponse à l'entraînement, ce qui paraît logique. Après, il y a une manière de planifier avec la SCR, c'est-à-dire de regarder la différence entre les deux et de prescrire en fonction de ça. C'est un peu plus compliqué, moi je suis pas non plus un énorme fan, mais ça peut être intéressant. Dernier point, avant-dernier point, c'est tester la VMA. Quel test on utilise ? En réalité, il y a plein de manières, et c'est le problème d'ailleurs, de déterminer la VMA, ou le MAS, Maximal Aerobic Speed. On a forcément le gold standard, et ça, si tu utilises ça, bon après moi j'ai rien à dire, c'est des protocoles avec vraiment échange ventilatoire ou alors lactatémie, où là vraiment on a donc le profil physio et le profil aussi de vitesse. On a les time trial, donc ça c'est globalement les demi-coupeurs ou les coupeurs, c'est-à-dire on fait un 12 minutes ou un 6 minutes plein gaz. On a les tests plutôt incrémentaux, donc là ça va être les tests où toutes les minutes on va augmenter l'intensité, donc ça souvent c'est ce qui est majoritairement utilisé. Donc tous les kilomètres on va augmenter la vitesse jusqu'à atteindre l'échec en fait, et cet échec là c'est la vitesse maximale aérobie. Et après on a différentes choses comme les shuttle runs, donc là ça va être des tests avec des arrêts, etc. C'est plutôt utilisé sur les sports intermittents. Donc on a plein de tests. Les tests sont pas mauvais. La question c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on choisit et pourquoi on le choisit. Un des problèmes, c'est que évidemment si on utilise par exemple les tests incrémentaux qui sont souvent pas mal utilisés, le résultat du test va dépendre forcément de la durée des paliers. Si on fait un palier 1 minute, ce qui est des tests assez classiques, on va atteindre probablement une VMA plus importante que si on faisait des paliers de 3 minutes. Pourquoi ? Parce que le test il est 3 fois plus long. C'est pas très compliqué à comprendre. Mais du coup, la réalité du truc, c'est que qu'est-ce que c'est VMA en fait ? Est-ce que c'est une vraie valeur qui a un intérêt physiologique ? Et dans ce cas-là, en fait, pourquoi il y a 1 km/h de différence entre deux protocoles ? Ou alors c'est juste la vitesse que tu atteins sur le dernier palier d'un test. Et le test, c'est un peu ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est important parce que si on veut calibrer, en fait, on calibre à partir d'un 100% qui n'a pas de référence physiologique. Et des fois, je pense que c'est un problème. Deuxième petite notion qui revient un peu sur la vitesse réserve, c'est que des fois, j'ai tendance à dire le profil plutôt anaérobie, donc le profil qui a beaucoup de réserve, va compenser le test avec des paliers courts. Qu'est-ce que ça veut dire compenser le test ? Imaginons qu'on augmente toutes les minutes 1 km/h ou 0,5 km/h et on va jusqu'à l'échec. Et on atteint 19 km/h. Si on reprend le pourcentage de VMA pour quelqu'un qui a 19 km/h et qu'on regarde les paliers précédents, donc 18, 17, 16, 15, etc., on peut retirer les pourcentages de VMA. 94%, 89%, 84%, etc., etc. Maintenant, si on regarde par rapport au pourcentage de la vitesse de sprint, la vitesse réserve, pour notre premier profil, ça va représenter globalement 60% de sa vitesse de sprint. 60% de sa vitesse de sprint. Pour notre deuxième profil, ça va représenter 72% de sa vitesse de sprint.
C'est-à-dire que le deuxième profil, je rappelle ici, ça va être beaucoup plus proche de sa vitesse maximale. Pas très compliqué à comprendre. Et ça, on peut faire ça pour toutes les vitesses inférieures. Ce qui veut dire que globalement, et là c'est ultra caricatural, c'est de se dire, en termes relatifs, pour notre premier profil qui arrive à courir très vite, 60% de sa vitesse sprint, donc ce qui est le palier de 18 km/h, en termes relatifs, c'est comme si notre deuxième gars, qui a une vitesse réserve moins importante, courait à 15 km/h. Hop, si je prends je mets ici. Donc là, en termes d'ASR, on est au même endroit, 60% de la vitesse sprint, 60% de la vitesse sprint, et on a 3 km/h de différence entre les deux modalités. Et en termes de pourcentage de VMA, on est quasiment à 15% de différence, ce qui est énorme. Évidemment, c'est caricatural. Ça ne veut pas dire que si on fait une modalité à 18 km/h, il faudrait que l'autre soit à 15 km/h. Ça ne marche pas comme ça, parce qu'après, il y a aussi des ascendants, on va dire, physio, etc. Parce qu'avoir un profil très puissant, ça vient avec un compromis. Avoir un profil plutôt endurance, ça vient aussi avec un compromis. Mais c'est de se dire que généralement, sur ce type de tests-là, qui sont quand même très très courts en durée, généralement, le profil plutôt anaérobie, donc qui a une réserve comme celle-ci, il peut aller plus loin dans le test. En tout cas, c'est ce qu'on observe globalement. Et là, c'est ce que j'ai mis là. Les profils anaérobie compensent le test avec une réserve plus importante. Dernière chose, c'est la composante lente de VO2 qui est mal représentée. J'ai fait une vidéo sur la composante lente de VO2 qui est probablement un des paramètres les plus déterminants en performance et en endurance. Et le problème aussi des tests aussi courts comme ça, c'est qu'en fait, on ne voit pas la composante lente. J'ai fait une vidéo sur la chaîne et vraiment, je pense que c'est l'une des vidéos les plus intéressantes. Je ne vais pas dire meilleure, mais des vidéos les plus intéressantes. Parce que ça permet de comprendre plein de choses sur la physiologie. Je reprends l'exemple des paliers de 1 minute. Donc, on a ramp test classique, palier très court, etc. 1 minute. On a un step test, donc là, palier de 3 minutes, un peu plus long. Ce qui se passe d'un point de vue physio, entre guillemets, c'est que lorsqu'on augmente l'intensité aussi rapidement, le VO2, donc qu'on a à partir des échanges ventilatoires, ne se stabilise jamais. Ça veut dire qu'on a progressivement une augmentation du VO2 qui vient un peu en parallèle d'une augmentation de la vitesse ou de la puissance. Et d'ailleurs, on le voit un peu sur les fréquences cardiaques, mais la fréquence cardiaque continue d'augmenter, etc., jusqu'à aller à son maximum. Par exemple, dans ce cadre-là, on va avoir une PMA ou une VMA, bon, ça dépend du sport. Là, j'ai mis PMA, 400 watts par exemple. Le VO2, donc associé, la courbe ici, 4 litres. Ok. Si à l'inverse, je mettais des paliers de 3 minutes, on imagine bien que vu que le test il est 3 fois plus long, comme ce que je disais juste avant, on va avoir plutôt une PMA ou une VMA de 360 watts et un VO2 pic qui reste le même, parce que VO2, ça reste VO2 en fait. Dès que t'es au max, hein. Donc 4 litres. Un truc à retenir, et je l'ai dit dans la vidéo sur la composante lente, c'est que le VO2, il a tendance à se stabiliser, mais à partir de 3 minutes. Sous 3 minutes, on n'arrive pas à avoir d'état stable. Ça veut dire que là, l'inconvénient majeur de ce test-là, c'est que le VO2 ne se stabilise pas. On a constamment une augmentation. Ces tests-là, il y a plein de choses qui sont extrêmement bien à faire. Les ramp tests, surtout si on a les échanges ventilatoires. Mais l'inconvénient majeur, c'est qu'on n'a pas de stabilité au niveau ventilatoire, ni même au niveau de la fréquence cardiaque, ni même au niveau de la ventilation, ni même sur plein de choses. Donc sur un test à palier court, inférieur à 1 minute, le VO2 n'a pas le temps de se stabiliser. Des fois, c'est l'intérêt du test. Donc sur un test physio, ça peut avoir du sens si on a la ventilation, etc. Parce que derrière, on peut retirer quand même pas mal de choses. Mais si c'est un test terrain, généralement les tests VMA avec une incrémentation comme ça, on les fait dehors. C'est un problème parce qu'on a tendance à surestimer. En physio, lorsqu'on utilise ce genre de test-là, derrière, on est obligé de réajuster la courbe. Pourquoi on réajuste la courbe ? Parce que vu que le VO2, il ne se stabilise pas sur des paliers aussi courts, ça veut dire qu'il a toujours, entre guillemets, un temps de retard par rapport à la puissance ou à la vitesse qu'on est en train de mettre. Et ce retard-là, il faut le déterminer. Et ensuite, il faut réajuster la courbe. Ça, je l'ai dit encore une fois dans la vidéo sur les composantes lentes. Donc, si à l'extérieur, on fait un test, il va y avoir aussi ce décalage-là, malheureusement. Et ce décalage-là, on ne le prend jamais en compte, nous, sur le terrain, parce qu'il y a un problème. À l'inverse, par exemple, sur les step tests un peu plus longs, sur un palier de 3 minutes, globalement, le VO2, bon là, je l'ai représenté, c'est méchamment mal fait, mais
on va avoir une espèce de stabilité sur chaque fin de palier. C'est-à-dire que si on moyenne un peu, on va dire les 90 dernières secondes de chaque palier de 3 minutes, donc la moitié en fait du temps, on va avoir quelque chose qui est plus ou moins à l'état stable. C'est-à-dire qu'on va avoir un VO2 moyen qui sera vraiment représentatif de la vitesse à laquelle on court sur le palier. Imaginons qu'ici c'est 12 km/h, 14 km/h, 16 km/h, etc. 14 km/h, on va avoir vraiment un VO2 qui sera associé, qui sera plus ou moins représentatif. 16 km/h, pareil, si on prend la dernière minute et demie, on va avoir un VO2 qui sera assez intéressant. Donc là, on a une stabilité qui prend en compte notamment la composante lente de VO2. Mais évidemment, à la fin, on va avoir une PMA ou VMA qui sera plus inférieure. Et là, la question, c'est est-ce que c'est notre 360 watts, la VMA-PMA, ou si c'est 400 watts. Alors, ceux qui n'ont jamais vu la différence de 40 watts, c'est énorme, 40 watts. Donc, évidemment, si vous me posez la question, moi, je dirais 360 watts à tous les coups. Mais encore une fois, ça peut se nuancer. Par exemple, il peut y avoir beaucoup d'intérêt, peut-être pour des athlètes de courte distance, d'utiliser plutôt cette valeur-là que cette valeur-là. Encore une fois, ça dépend. Donc, cette cinétique-là, lente de VO2, qui est quand même mieux exprimée sur les tests avec des paliers longs, c'est quand même plus intéressant. Pour parler un peu de l'ajustement, juste rapidement, donc là, si on compare, par exemple, deux tests, ici, on a le VO2 et ici, on a l'intensité. L'intensité, ça peut être soit la puissance, soit la vitesse. Si on prend un ramp, donc là, c'est en gros le premier test, là, avec des paliers très, très courts, on va avoir une consommation, par exemple, on va dire X. Donc là, on va prendre les pointillés ici. On va aller vers la droite. Donc là, on arrive sur l'intersection entre la courbe et cette ligne-là. Et là, on descend. Et on va arriver globalement ici. C'est-à-dire que la puissance, elle est là. À l'inverse, si on prend des paliers de 3 minutes, ça veut dire que si on reprend cette consommation d'oxygène, vu que les paliers durent plus longtemps, comme je l'ai disais, là, on ne compense pas. Il y a bien un état stable. Et souvent, cet état stable-là, il est plus haut en termes ventilatoires que sur le ramp. Donc là, hop, on descend. Et là, on voit bien que la vitesse, elle est moins importante. Pourquoi ? Parce qu'on prend en compte du coup cet état stable-là et le fait que VO2, en fait, il n'a pas de retard par rapport à la puissance. Et donc ça, on peut le faire sur toutes les vitesses et toutes les puissances. Alors, la petite subtilité, c'est que la correction, c'est pas la même sous le premier seuil et au-dessus. Mais bref, ça, on s'en fiche. Et là, les petites flèches, c'est en gros le MRT. Donc, c'est l'ajustement de la courbe qu'on fait. Pourquoi ce MRT est intéressant ? Parce qu'on va avoir une vraie représentation de cette stabilité pour chaque palier. Et c'est important parce que si on ne veut pas surestimer un peu ces zones et qu'on fait un test terrain dehors, il faut réajuster forcément. La cinétique de VO2, donc ça là, ce dont je parle, c'est un des paramètres vraiment déterminants de la performance. Il y a même un papier que j'essaierai de mettre juste à côté en référence. Mais c'est un des paramètres vraiment déterminants de la performance. Donc je pense que potentiellement faire des tests avec des paliers longs, c'est quand même plus intéressant. Ou alors, tu as vraiment accès à un test avec échange ventilatoire et tu fais la correction. C'est ce papier-là d'ailleurs, Oxygen Uptake, pour la cinétique de VO2 comme déterminant de la performance. Donc voilà. Aussi là, je ne vais pas rentrer dans ce papier-là, parce que sinon la vidéo elle va être longue et chiante. Mais lorsqu'on essaie d'avoir une approche plutôt traditionnelle de la prescription des intensités, et l'approche traditionnelle, c'est en gros, on utilise la fréquence cardiaque maximale qu'on a sur un test et ensuite on met des pourcentages à partir de ça, 70% zone 2, 90% seuil 2, etc. Et qu'on compare ça à une approche plutôt basée sur les seuils. Donc moi, j'utilise personnellement la vitesse et la puissance critique. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Il semblerait, et encore, je ne prends pas pour argent comptant ce papier-là, mais que l'approche par les seuils quand même diminue la variabilité de la réponse. C'est-à-dire qu'on a tendance à mieux répondre et à mieux calibrer l'entraînement à partir d'une approche basée sur les seuils versus basée sur les pourcentages de fréquence cardiaque, etc. etc. Ce qui paraît sens parce qu'en fonction des profils, en fonction de si on a une plus grosse réserve, etc., on a une meilleure représentation justement à partir des seuils. Donc, petite conclusion, globalement, c'est que la VMA ou la PMA, ça permet d'améliorer VO2 max. C'est une des vitesses qui permet d'améliorer VO2 max. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce n'est pas la vitesse minimale et ce n'est pas non plus la vitesse maximale. Donc après, la question, c'est est-ce que vraiment il y a un intérêt de déterminer une valeur qui n'a aucun sens, qui est au milieu de nulle part, pour calibrer son entraînement. D'autres vitesses, comme la vitesse 10, où là, j'ai mis la vitesse critique, mais il y a aussi la vitesse 1005, etc.
c'est des vitesses qui permettent aussi de stimuler VO2 max. Donc tant que tu es entre ta vitesse 1005 et ta vitesse 10 000, globalement, c'est un bon retour sur investissement pour améliorer VO2 max. Pour une évaluation plus précise, je pense qu'il est bien de déterminer la réserve anaérobie. Donc là, c'est soit tu as des méthodes plutôt pas invasives, mais qui ne sont pas à portée de tout le monde, comme la mesure ventilatoire ou la mesure avec le lactate, ou alors la puissance critique. La puissance critique, j'ai déjà fait une vidéo, mais l'avantage, c'est que vu qu'on a deux valeurs et qu'on a un modèle assez spécifique derrière, on arrive à modéliser la réserve anaérobie. Et si on a cette réserve anaérobie-là, on a un peu notre ASR au final. Et dernier point, c'est qu'à noter qu'un système anaérobie très développé peut fausser les résultats des tests incrémentaux terrain en donnant une performance apparente plus élevée. Soit on a accès à un test en laboratoire et on ajuste la courbe pour éviter toute surestimation, soit on utilise des tests de type puissance critique, donc non incrémentaux, pour déterminer précisément le profil aérobie-anaérobie de l'athlète. Encore une fois, je ne dis pas que VMA ou PMA, c'est des mauvaises valeurs, probablement pas. Mais c'est toujours à nuancer en fonction des objectifs aussi. Et je pense que pour la majorité des athlètes qui sont plutôt longue distance, donc qui font au-dessus, on va dire, de 5000 par exemple, même de 3000, j'ai envie de dire, je pense que des valeurs plutôt basées sur les seuils comme la vitesse ou la puissance critique, c'est plus intéressant que la VMA. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as des questions, évidemment, tu peux les mettre juste en dessous en commentaire et j'y réponds. Si tu as des idées de vidéos, tu peux aussi les mettre en commentaire. Et donc, voilà, si jamais tu es intéressé par plus de produits ou quoi, tu peux cliquer le premier lien dans la description. Tu vas atterrir là où j'ai tous mes produits. Et sinon, je te dis à très bientôt.